Mais nous ne venons pas tendre la main. Nous ne quémanderons jamais. Nous nous comporterons toujours en homme responsable, en peuple responsable et digne. Nous disons la dignité, c'est l'harmonie entre le dire et le faire. Nous tâcherons de rester dignes. Nous allons résumer donc nos impressions en quelques mots ou en une image centrale. L'espace, le temps, le peuple. Si le monde existe il y a des millions d'années, cette continuité est bien marquée dans l'histoire de chaque pays. Et cette continuité a engendré des valeurs particulières. Les peuples s'étant constitués, chacun dans une partie de l'espace avec ses caractéristiques particulières. S'étant organisés à partir de leur volonté propre, les peuples ont ainsi imprimé à leur propre vie la portée historique de leur propre combat sur la nature, en vue d'être et en vue de se développer. L'Afrique a toujours existé, l'Europe a toujours existé, l'Europe, l'Amérique, toutes les parties du monde. Nous sommes les mêmes. Si nous sommes noirs, blancs, jaunes, nous les croyants disons que c'est pour la beauté de l'humanité que Dieu a créé les conditions déterminantes de la diversification de la couleur de l'épiderme. Mais les hommes sont les mêmes. Tous sont porteurs des mêmes génies. Tous ont les mêmes aspirations. Les différences qui existent entre les peuples ne sauraient être ramenées qu'à deux conditions déterminantes. La première, l'avantage de la nature. La deuxième, la créativité, l'état de conscience et de volonté du peuple concerné pour se réaliser en réalisant son bonheur. Si l'homme est chair, os, il est aussi esprit. Et sa supériorité ne peut être fondée que par la justesse de sa pensée, de l'esprit qui va régir son comportement, de la finalité qu'il assigne à toute activité physique. Et c'est pourquoi ce qui est commun à tous les peuples et qui peut servir de fondement à leur amitié, à leur coopération sincère et durable, c'est encore la culture. Nous le disons bien. Ici, on ne voit pas la couleur, on ne sentira pas la nationalité, on retiendra l'utilité de l'idée et les motivations de l'homme, du peuple, pour dynamiser le comportement et améliorer la qualité de l'existence. La Guinée a eu le privilège historique du XIIIe siècle jusqu'au XIXe à abriter la capitale des grands empires de l'Ouest africain. Et le peuple guinéen a tiré profit de cette phase historique en comprenant la valeur de l'indépendance et de la souveraineté. La nécessité pour l'homme, pour qu'il soit homme, d'être responsable de sa vie. La dignité exprimant cette indépendance, cette responsabilité
de l'homme face à la vie. Et c'est pourquoi, mes chers frères, ne soyez pas du tout étonnés. Si la Guinée a été seule, peut-être, à choisir la voie de l'indépendance, alors que les dispositions de la nouvelle constitution fondant une communauté franco-africaine apparaissaient comme généreuses. Mais le sens de la liberté était très aiguisé. Un deuxième facteur, les jeunes de Guinée s'étaient mobilisés pour des raisons qui vous échappent en France. Notre pays n'avait pas connu de parti politique au sens vrai du mot, mais des mouvements à caractère tribal qui organisaient la lutte intrasociale. Et c'était d'ailleurs les autorités coloniales qui exerçaient le rôle d'arbitre, tellement les contradictions étaient formelles et plutôt étaient sérieuses et nombreuses. Nous étions à peine une douzaine de jeunes, âgés de 17 à 25 ans, à prendre la décision de transposer notre amitié sur les bancs de l'école dans les structures d'un parti qui aurait un contenu national. Deuxièmement, en Guinée, les femmes étaient considérées comme des esclaves. La femme était considérée comme une marchandise. On se la passait, je m'excuse de l'expression, mais c'est vrai. Notre parti a pris position contre toutes les faiblesses, toutes les insuffisances, toutes les inégalités que connaissait notre société et a élaboré un programme qui a servi de motivation à tous, au-delà de la couleur, au-delà du sexe, à adhérer au parti national. Nous pensons que la grandeur de l'homme, tout comme la grandeur d'une nation, ne saurait être exprimée valablement que par l'esprit sous-tendant ses attitudes, ses activités. Et c'est pourquoi, avec la France, nous n'avons jamais eu de rupture réelle. Il y a eu l'incompréhension, il y a eu même des animosités entre quelques groupes et nous. Mais quant au peuple français, le peuple français que nous connaissons, que nous admirons, il n'y a pas eu de rupture, il ne peut pas y avoir de rupture. Pourquoi? Notre fusion totale est faite dans la communauté des idéaux choisis. Et soyez sûrs que la Guinée est sans complexe. Elle a voulu faire montre de responsabilité, de dignité. Et souvent, à l'extérieur de l'Afrique, l'image que l'on a de l'Afrique, c'est cet homme mendiant, assis au carrefour de la rue ou devant une mosquée avec les mains tendues pour recevoir l'aumône. Et même ceux qui, par générosité ou par compréhension de la nécessité de l'aide, apportent cette aide, ils la font souvent dans des formes blessantes. Nous disons, quant à nous, l'histoire, ce n'est pas une course de vitesse. C'est une course de fond sans fin. Pour valoriser l'existence de l'homme, il faut nécessairement avoir une conscience historique, et une conscience sociale, et une conscience politique, et une conscience économique, et une conscience culturelle, et une conscience humaine en un mot. Ce n'est pas le degré de richesse ou de pauvreté qui servirait chez les hommes intelligents à sa classification, mais c'est ce qu'il aura représenté sur l'échelon universel de la pensée universelle. C'est cela qui se confondra avec lui. Mais la singularité qui a marqué l'accession de mon pays à l'indépendance,
a été malheureusement exploité contre le peuple français qui a été induit en erreur. Parmi ceux qui sont là, beaucoup sont venus avec générosité. De ce monsieur Sékou Touré, on en a longtemps parlé. Je ne le connais pas, je voudrais le voir. Qu'est-ce que c'est? Beaucoup sont venus en répondant à votre invitation. Et beaucoup se posent la question, quel est cet homme? Je voudrais vous mettre à l'aise. Cet homme est un fils de la Guinée. Cet homme est un être simple qui a commencé la vie à 17 ans, qui n'a bénéficié que de l'enseignement primaire. Cet homme a été brimé tout jeune. Un arrêté interdisant au secteur public et privé de lui donner un emploi. Cet homme n'avait rien. Et au moment où pour la première fois son parti, le Parti démocratique de Guinée, l'avait choisi pour être le candidat député pour le Parlement français, il lui était réclamé 5 000 francs. C'est-à-dire 50 francs français aujourd'hui. Cet homme, pendant un mois, était incapable par lui-même de trouver les 5 000 francs. Mais cet homme était déjà dans la conscience des travailleurs de Guinée. Il assumait les fonctions de secrétaire général de l'Union territoriale des syndicats. Et celle plus importante, de premier responsable de la Confédération panafricaine des syndicats. Cet homme n'a pu obtenir les 5 000 francs que lorsque les dockers qu'on a créés ont appris l'incapacité du candidat à se faire inscrire, faute d'argent, avait donc organisé une souscription pour amener les 5 000 francs. Je suis le fruit de mes frères et de mes sœurs. Et les femmes de Guinée ont pris position pour cet homme, unanimement. Et je ferai de telle sorte qu'elles n'aient jamais regretté leur mobilisation. C'est pourquoi dans notre ligne, dans notre programme, l'émancipation de la femme n'est pas prévue comme un acte de solidarité, mais comme une obligation. Il s'agit davantage de l'émancipation de l'homme qui brime et exploite la femme que celle de la femme. Voilà notre conception et nous la traduisons systématiquement dans toute la législation depuis que nous sommes indépendants. Cet homme aussi a été soutenu par les jeunes parce qu'il avait dirigé le mouvement de la jeunesse. Mais cet homme était esclave d'une tradition familiale. Mes deux grands-parents ont assumé un rôle de premier plan. Nous qui parlons de démocratie populaire, nous provenons de la féodalité. Car mes deux grands-parents ont été chefs, empereurs. Les deux sont morts en exil. L'un à Madagascar, l'autre au Gabon. Mais la Guinée verra l'avènement de la démocratie, l'avènement même du style révolutionnaire grâce à notre groupe. Et ce sont des options sincères. Cet homme donc n'a aucune haine à l'égard de qui que ce soit. Nous disons donc que nous avons voulu maintenir nos liens et même faire affermir l'amitié, la confiance entre la Guinée indépendante et la France. Mais il y a eu contradiction due à la nature viciée des communications. Ici, le peuple français, je m'excuse de l'expression, n'a souvent entendu ou lu que des contre-vérités. Je voudrais que vous reteniez une seule image, c'est celle d'un homme sincère, un homme qui n'a pas de complexe, un homme qui n'a aucune rancune,
un homme qui voudrait bâtir avec les Français un avenir merveilleux de coopération entre la France et son pays. Cela est sincère. Mais nous connaissons un fait, chaque pays, quel que soit le niveau de son développement historique, a des besoins. L'homme sans besoin n'existe pas. Car le bonheur est une conception de capacité de satisfaction des besoins, et le bonheur est sans fin parce que les besoins sont sans fin. Si on peut limiter les besoins physiologiques, mais les besoins culturels sont sans fin, l'esprit inventera toujours une nouvelle forme de l'éthique et poussera l'homme à sa réalisation. Nous sommes venus donc exprimer cette volonté sincère de coopération durable avec la France, avec son gouvernement, avec tous les milieux. Mais nous ne venons pas tendre la main. Nous ne quémanderons jamais. Nous nous comporterons toujours en homme responsable, en peuple responsable et digne. Nous disons la dignité, c'est l'harmonie entre le dire et le faire. Nous tâcherons de rester dignes. Nous respecterons tous nos engagements. Quel est le mot qui vient à l'esprit du français? En Guinée, il n'y a pas de droit de l'homme. Voilà ce qui est chanté. J'aiderai les auteurs en faisant un poème sur leur création et en les ridiculisant. Je vous assure, au nom de tout ce qui m'est cher, de mes grands-parents qui ont symbolisé la résistance africaine, de moi-même qui ai dirigé, organisé cette résistance jusqu'à l'indépendance, en tant que leader des syndicats, leader des jeunes, jamais un homme en Guinée n'a été poursuivi pour raison politique, raison de délit de presse, raison de délit de parole. Si vous lisez mes thèses philosophiques, pour moi, il n'y a pas de raison d'État. Et nous sommes le seul pays à avoir perçu la fusion nécessaire entre l'État, le parti et le peuple en créant une phase historique, celle du parti État. Mais qu'à lire les thèses philosophiques justifiant cette entité. Aucun individu en Guinée ne peut exercer une parcelle de l'autorité du pays, de la souveraineté nationale, sans avoir été élu par le peuple. À 17 ans, tout le monde est électeur. Aucune loi ne peut être votée par le Parlement guinéen sans avoir été soumise sous forme de projet à tous les villages, à tous les quartiers, pour que le peuple le discute, en détermine d'abord la moralité, en laissant au Parlement le soin de donner la forme régulière à la loi. Aucun peuple ne le fait. Nous sommes d'une démocratie avancée. Et ce n'est pas par orgueil quand je dis que notre système démocratique est en avance. Je voudrais que les plus sceptiques viennent en Guinée. Monsieur le maire, j'ai connu au hasard votre illustre adjoint qui était venu en Guinée et qui m'a fait l'honneur d'une visite, sachant très bien que tout Français qui viendrait à Conakry viendrait avec un héritage de l'action nocive de la presse. Je lui ai demandé de bien vouloir se promener avec moi un peu.